Bien, je vais te montrer comment est-ce que tu peux parler à ton conjoint qui est en dépression. Parce que la communication avec un partenaire en dépression est très particulière en termes d'émotions. Je vais te partager une méthodologie pour te permettre d'être sûr que tu pourras partager tes besoins, un conseil, tes limites à ton partenaire de la bonne façon pour que votre couple reste uni et stable face à la dépression. Hey, bonjour à tous et bienvenue. Vous écoutez Raconte-moi ta dépression, c'est le podcast dont vous avez besoin pour gérer au mieux la vôtre et celle de votre proche. Moi, c'est Manuela et je suis coach pour dépressifs et pour proches de dépressifs. Après dépression, rechute et tout ce qui va avec, j'ai décidé de faire en sorte de pouvoir apporter aux personnes qui en souffrent directement ou indirectement je dis bien tous les conseils que j'aurais aimé avoir pour mieux gérer la mienne. D'ailleurs, n'écoute surtout pas la voix de la dépression et ne pense même pas un seul instant que tu ne puisses pas t'en sortir. Vois cet épisode comme une conversation chaleureuse avec une amie qui n'a qu'une seule envie, t'aider face à ta dépression. Tu es perdu, tu ne sais plus comment faire, la dépression de ton proche commence à te dépasser, et bien toi aussi, tu es au bon endroit. Je te proposerai, cher proche, des conseils concrets pour l'entourage des dépressifs afin d'être une aide réelle et non une aide destructrice. Chaque mercredi pour les proches des dépressifs et chaque vendredi pour les dépressifs, ici, je te partage tous les conseils dont tu as besoin pour retrouver joie, motivation et savoir-faire. Alors, tu t'installes confortablement, tu prends une petite boisson chaude et un plaid, ou alors tu augmentes le son dans ta voiture et c'est parti! Bienvenue à toi, cher conjoint, sur ce tout nouvel épisode du podcast. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très important. Parler à son conjoint. Parler à son conjoint qui est en dépression, c'est quelque chose qui n'est pas forcément toujours évident. Quand on souhaiterait lui partager un conseil, quand on souhaiterait lui partager un avis, ou quand on souhaiterait tout simplement peut-être mettre en place quelque chose de différent ou exprimer un besoin. Ce n'est pas forcément toujours très simple. On ne sait pas forcément toujours comment bien se comporter. Parce qu'on a très vite la sensation que quand on va s'exprimer auprès de son partenaire, eh bien, on va voir la personne qui va se braquer, la personne qui va peut-être pas vouloir parler. Et nous, on se retrouve un petit peu déçus, un peu frustrés, un peu agacés, un peu énervés de parler. Alors du coup, au bout d'un moment, on parle. On dit les choses parce que il faut les dire, les choses. Et on ne doit pas rester dans cette posture de ne rien dire à son partenaire. Et puis là, oui, on se retrouve avec du silence, de la défense, de la culpabilité, une personne qui ne sait pas vraiment comment nous partager ses besoins ou comment dire les choses. Et du coup, nous, on est complètement perdus dans le fait que normalement, face à notre partenaire, on devrait pouvoir tout se dire. La dépression nous amène quelqu'un qui se braque, qui se ferme, qui est négatif, qui a tout de suite vu le côté négatif des choses ou alors qui va se sentir attaqué. Et on a l'impression qu'on ne peut rien dire, que l'on est toujours en train de marcher sur des œufs, n'est-ce pas? Alors la frustration s'accumule parce que tu te tais encore. En tant que thérapeute de couple, je sais qu'il est important que la communication puisse fonctionner. On ne peut pas, ce n'est pas possible, de ne rien dire dans un couple parce que plus on accumule ce qu'on voudrait dire et plus en fait, plus tard, ça fait des problèmes. Il est possible de pouvoir communiquer avec son partenaire, il est possible de pouvoir trouver un équilibre avec son partenaire. Il faut juste apprendre à comprendre comment la dépression fonctionne et comment la communication, comment les émotions et comment la sécurité émotionnelle fonctionnent pour réussir à tout simplement parler. C'est vrai que quand la dépression n'était pas là, il était possible que c'était plus simple avec ton partenaire. La dépression a tendance à mettre en évidence, tu sais, ce qu'on ne voyait pas avant, nos défauts, nos traits de caractère, etc. Et du coup, on a l'impression que c'est que la dépression le problème. Alors qu'en fait, pas vraiment. Il y a aussi notre manière de communiquer, nos craintes, nos peurs, nos stress, nos doutes, nos angoisses, notre peur du rejet, notre peur de l'abandon, notre attachement insécure et anxieux, insécure évitant. Et puis, toute la difficulté de vivre dans cette société qui n'est pas simple. Alors du coup, aujourd'hui, cher ami, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on gère la situation?
Eh bien, laisse-moi te partager mes meilleurs conseils pour comment est-ce que tu peux parler à ton partenaire qui est en dépression. Comment lui partager un conseil ou comment exprimer un besoin et trouver ensemble des solutions pour que ça puisse fonctionner. Tu verras, ça pourra te paraître assez simpliste, mais quand tu vas comprendre la notion émotionnelle qui se joue des deux côtés, ça te permettra de pouvoir avoir le levier qui va changer les choses et vous permettre de discuter. Parce que aimer quelqu'un qui est en dépression ne veut pas dire qu'il faut absolument marcher sur des œufs toute sa vie, c'est juste apprendre à parler autrement. Alors c'est parti, tu viens avec moi et on trouve tout simplement ensemble la bonne manière de communiquer. Pourquoi est-ce que c'est difficile de parler à son conjoint qui est en dépression? Eh bien, on sait à quel point la dépression joue un rôle particulier. La dépression, c'est une maladie qui va amener un comportement biaisant. Quelquefois, on a un conjoint qui est fonctionnel, c'est-à-dire qui va travailler, qui gère son entourage, mais qui est assez négatif, qui a une grande vulnérabilité émotionnelle. Et on va se retrouver avec beaucoup de personnes qui sont en dépression, qui vivent avec une honte diffuse, celle de ne pas fonctionner normalement, de ne pas être le partenaire idéal, de compliquer la vie de l'autre. Ainsi, quand on aborde un problème de couple, eh bien, c'est toute la négativité, la culpabilité, la dévalorisation qui vient se mettre en place. Pour beaucoup, normalement, quand on est face à un problème de couple, on devrait être motivé à vouloir régler la situation. Rappelons-le, que même si le dépressif est fonctionnel, la motivation n'existe pas. En fait, la problématique la plus importante à prendre en compte, c'est que même si le conjoint en dépression a envie que des choses se règlent, ça reste très difficile pour lui, même s'il est capable d'aller travailler, de s'occuper des enfants. Parce que là, on vient pas toucher forcément quelque chose de mécanique, on vient de toucher quelque chose d'émotionnel. Ainsi, ça vient dans la réaction défensive qui va du coup à rajouter davantage de négativité, de culpabilité. C'est là où on va avoir un dépressif qui va mettre du temps à répondre à une question, qui va dire je ne sais pas, qui va se braquer, qui n'aura pas de solution, qui va répondre avec de l'agacement. Parce que c'est l'émotionnel du dépressif qui prend le dessus. Et son émotionnel tend vers la vulnérabilité, la négativité et tout ce qui est difficile. Ainsi, c'est intéressant de comprendre ces mécanismes parce que ça va te permettre de voir pourquoi est-ce que ton conjoint va se mettre souvent sur le côté de se braquer. Et c'est là où c'est vraiment intéressant. Quand on comprend comment la dépression agit, ça va nous permettre aussi de voir comment le partenaire fonctionne. Mais ce serait un peu utopiste de se focaliser uniquement sur la dépression. Je vois très bien que quelquefois, c'est vrai que la dépression, bah, mon conjoint est négatif, il culpabilise. Donc du coup, d'une certaine manière, c'est dur de communiquer. Mon conjoint est un évitant, il aime pas trop parler de ses sentiments, donc c'est aussi dur de communiquer. Mais des fois, la raison pour laquelle c'est dur de communiquer, c'est à cause de la dynamique du couple. Parce que la dépression, ce n'est pas elle qui change aussi qui complique les échanges. Elle amène aussi, si tu veux, d'une certaine manière, une autre dynamique. Ainsi, parler à son conjoint n'est pas évident parce que la dynamique du couple a changé. Tout simplement parce que petit à petit, toi, à cause de la dépression, peut-être que tu as pris plus de responsabilités dans la vie de famille, plus de décisions et parfois plus de charge mentale. Et que ton conjoint, sans le vouloir, a pris une place plus de fragilité, de vulnérabilité. Et il y a une asymétrie qui se crée, une tension assez silencieuse. Ce qui est assez intéressant aussi à mettre en évidence, c'est que ça marche pas forcément parce qu'on est en couple. Personnellement, quand moi je me suis retrouvée avec cette asymétrie, je ne vivais pas avec mon partenaire. Mais c'est mon conjoint qui proposait beaucoup des activités ensemble. C'est lui qui était souvent dans tiens, on va essayer de faire ci, tiens, on va essayer de faire ça. C'est lui qui était toujours un peu dans cette posture, dans cette situation. Et du coup, ça amenait beaucoup de tension. Moi, j'avais dans cette situation, je me rendais pas compte que j'étais pas celle qui proposait, celle qui montrait, celle qui séduisait, celle qui était toute douce. Et que du coup, c'était lui qui était un petit peu en train d'entretenir la notion de couple. Et ça crée des accumulations et ça crée de la frustration. Parce que c'est normal de vouloir se sentir désiré, se sentir séduit. Donc au bout d'un moment, on accepte, puis après, bah, ça devient un peu difficile.
Donc l'asymétrie, c'est pas forcément que dans la charge mentale parce qu'on a une famille, c'est une asymétrie ou un déséquilibre qui se fait parce que comme l'autre est en dépression, toute la notion de couple, jeu de séduction, amour, dans les 2 sens, c'est elle qui change. Et en fait, à force d'être dans cette situation, bah, il y a des frustrations. Des frustrations parce que j'ai pas envie de rajouter du mal à mon conjoint, j'ai pas envie de rajouter du mal à mon partenaire. Et puis on a aussi cette situation d'accepter beaucoup de choses. Bah tiens, j'accepte que mon conjoint, en ce moment, il soit, pas très bien. Tiens, j'accepte que mon conjoint, en ce moment, il ne prenne pas de thérapie. Et puis au bout d'un moment, bah, ça devient dur. Au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 5 mois, 10 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans. Et là, ça devient difficile. Au début, on a accepté beaucoup de choses sous couvert de dépression et bah, on se retrouve avec, pas mal de difficultés et du coup, c'est là où on est un petit peu embêté. Alors, c'est ça qui fait que des fois la communication n'est pas si simple. Sur le papier, peut-être que tu ne te rends pas compte parce que bah, on est dans la vie de tous les jours et que je me dis non, c'est pas trop grave, non, etc. Mais à force de faire toujours attention, à force de toujours te garder pour toi, en termes d'émotionnel, ton message porte le poids de tout ce que tu n'as pas dit avant, de toute la frustration que tu gardes. Par contre, ton conjoint, quand il est en dépression, quand lui, il t'entend, il n'a pas tout cet élément. Je me souviens un jour, mon conjoint, il vient me voir et il me dit «Oh, Manu, on fait quoi pour l'anniversaire de mariage?» Et je lui dis «Oh, bah, tu choisis». Et en fait, j'ai vu son visage se décomposer et me sortir un «Ouais, c'est toujours moi qui organise, j'en ai marre, c'est toujours pareil, j'ai l'impression que tu n'as absolument rien à faire». Et je le vois qui part comme ça. Et en fait, moi, je suis surprise en lui et je vais vers lui et je lui dis «Bah, je suis désolée de ne pas avoir bien répondu. Bah, désolée, j'ai pas compris pourquoi tu t'es énervé». Et en fait, à ce moment-là, mon conjoint a un petit peu a repris le truc, il s'est repris, il m'a dit: «Écoute, on en parlera plus tard», il m'a un petit peu jeté. Et quand j'en ai parlé à mon psy, c'est là que mon psy me dit: «Mais qu'est-ce que vous avez fait lors des précédentes années?» Et c'est là où j'ai réalisé que lors des précédentes années, je n'ai rien fait, mais absolument rien fait. Je n'ai pas, été, instigatrice d'activités, j'ai pas proposé des choses, c'est lui qui a tout porté. Et donc du coup, je me suis pas rendu compte que quand il me demandait: «Bah, Manu, on fait quoi pour la nif de mariage?» qu'en fait, il portait tout le poids de toutes ces dernières années où je n'avais pas fait de choses. Et en fait, je sais que c'est dans les années où j'étais pas bien, mes cadeaux, c'était des bons, des coupons que j'avais fait en papier en lui disant t'as un bon pour un câlin, un bon pour un machin, alors que lui, il m'avait offert un super spectacle d'aller voir le Roi Lion en Mogador, par exemple. Voilà, on voyait un peu la différence et la frustration. Lui, il m'envoyait un cadeau, clairement, on a été à Paris faire un truc incroyable. Et moi, à part un bisou, il lui donnait des petits coupons, je t'aime, j'ai pas fait grand-chose. Bah, c'est de la frustration. Et moi, à ce moment-là, donc quand je suis dans ma dépression, je me rends pas compte. Aujourd'hui, j'ai le recul de me rendre compte la dinguerie de ce que c'est, mais quand je suis dans ma dépression, je me rends pas compte. Et moi, la seule chose que je vois quand mon conjoint s'agace sur la nif de mariage, c'est bah, j'ai mal répondu à l'instant T. Je n'ai pas pris en compte toutes les frustrations des dernières années. Parce qu'avec ma dépression et mon état d'esprit un petit peu étroit, eh ben, je me rends pas compte. Quand toi, tu parles avec plusieurs semaines, plusieurs mois de frustration, ben, cette différence de perception, elle crée facilement un malentendu. Et du coup, l'autre a du mal à comprendre le conseil ou le besoin qu'il y a derrière. Ainsi, ça veut dire que ici, l'objectif n'est pas de minimiser tes besoins, mais de comprendre l'émotionnel qu'il y a derrière pour pouvoir parler avec ton conjoint. Et pour terminer, l'une des choses qui fait que c'est difficile de s'exprimer ou de partager un conseil à son partenaire, eh ben, c'est de comprendre un point très essentiel et un point important. C'est tout simplement la peur, tout simplement de blesser l'autre, en fait. C'est-à-dire qu'on veut être soutenant, on veut être compréhensif, alors on minimise ses besoins et on s'efface. Mais plus on s'efface, plus l'agacement grandit et plus tu finis par t'exprimer, pas forcément de la bonne façon. Du coup, la dépression amène un déséquilibre émotionnel. Il faut le comprendre. Quand on le comprend, eh bien, c'est là où on va se focaliser sur ce déséquilibre émotionnel. Parce que ce n'est pas parce que ton conjoint est en dépression qu'il ne faut pas le dire. Reprenons l'exemple de mon anniversaire de mariage. Des années après, j'ai été un jour voir mon conjoint
le jour où je lui ai fait un gros, gros, gros cadeau d'anniversaire de mariage quand j'allais mieux, je lui ai dit: «Doudou, pourquoi est-ce que tu n'as pas su me dire qu'à ce moment-là, tu avais besoin que je te fasse un cadeau d'anniversaire de mariage?» Et là, il me répond: «Bah, pour moi, c'était logique que tu devais être capable de savoir que j'avais besoin d'avoir des cadeaux». Et là, c'était super intéressant parce qu'on tombe sur l'un des plus gros problèmes quand on est dans une communication de l'expression d'un besoin avec un dépressif, c'est qu'on est sur 2 longueurs d'onde. Avant même de vouloir parler à un dépressif, avant même de vouloir lui expliquer des choses, tu dois comprendre que sa logique n'est plus la même que la tienne. C'est vrai que ça peut te paraître bizarre et je suis une personne très romantique, mais dans le passé, quand je me suis retrouvée en dépression et centrée sur mes problèmes, je n'avais pas cette manière, on va dire, réfléchie de faire les choses. En plus, je suis une évitante. Donc moi, je faisais les choses à la dernière minute, avec ce que je pouvais, c'était pas très, très bien fait, parce que c'est ma dépression qui m'amenait à avoir ce comportement. Ce qui était frustrant pour mon conjoint, c'est que normalement, d'après lui, la dépression ne devrait pas m'amener tel ou tel comportement. Mais en fait, si. La dépression va t'amener quelqu'un qui va perdre un peu son romantisme, qui va perdre sa spontanéité d'action, qui va perdre sa manière de faire les choses. Et c'est vrai que ça veut dire qu'il faudra communiquer des choses qui pour toi te paraissent normales, des choses que vous avez déjà acquis avant dans le couple, mais qu'il faut remettre sur la table parce que la dépression l'a balayé d'un revers de main. Ça, c'est l'un des points les plus importants à comprendre avant de parler, c'est que premièrement, la logique du dépressif n'est plus du tout la même. Et quand tu comprends que la logique du dépressif n'est plus du tout la même, eh bien, ça va te permettre de pouvoir te rendre compte que oui, tu vas devoir, peut-être faire des demandes qui te paraissent naturelles, mais qui ne le sont pas. Ben chérie, j'aimerais des fleurs pour notre prochain anniversaire de mariage. J'aimerais bien que tu organises un restaurant dans les prochains jours. J'aimerais bien que tu me fasses un bisou tous les matins sur le front. J'aimerais que tu m'envoies un texto avec des emojis. Et quand je fais la demande, je vais en faire plusieurs fois. C'est là où, en fait, souvent on tombe dans l'agacement parce qu'on pense que la personne en dépression, elle fait exprès. Il y a des gens qui font exprès. Ça, c'est un autre débat. Mais rappelle-toi quand même que tu as quelqu'un qui est en dépression, qui est câblé avec les pieds, qui émotionnellement peut te paraître fonctionnel parce qu'au travail, il y a pas d'émotion, il y a pas de réflexion, c'est quelque chose d'assez mécanique, mais qui dans l'émotionnel est handicapé. La dépression, c'est quand même un cerveau qui dysfonctionne. Et donc le vrai dépressif qui est en véritable problématique, c'est comme ça en fait qu'il est vraiment. Et quand toi, tu comprends toutes ces choses-là, ça change complètement la donne et ça change complètement le sens des choses. Vraiment, le simple fait pour toi de comprendre ces points, ça va vraiment te permettre de prendre un certain équilibre, de pouvoir aussi te rappeler que c'est vrai que c'est pas simple de voir des manières de perdre le romantisme, de perdre la spontanéité. C'est difficile, mais c'est la réalité de la dépression. Maintenant que tu as compris ce premier point, le deuxième point que tu dois comprendre avant de parler, c'est la notion d'émotion. Avant de parler, prends un moment d'observer le climat émotionnel entre vous. Est-ce que ton conjoint se sent en sécurité quand tu abordes un sujet sensible? Par exemple, on se rappelle que ton conjoint, il a honte qu'il n'est pas capable d'être le partenaire idéal. Donc c'est intéressant de pouvoir en fait le savoir. Ça veut dire que dans ta communication, dans la manière dont tu vas dire les choses, peut-être que tu pourras en prendre compte. Ou est-ce que ton conjoint, il a peur d'être critiqué? Ou est-ce que ton conjoint, il est prêt à accepter que tu proposes des solutions? Si votre couple est toujours dans l'espèce de défense, attaque, etc., forcément, la communication ne peut pas marcher, même les partages de conseils. Il est donc important de comprendre que l'insécurité relationnelle amplifie tout. Si ton conjoint doute déjà de sa valeur dans le couple, la moindre remarque peut confirmer sa peur. De ton côté, si tu te sens toi aussi seul ou débordé, tu peux aussi parler avec une tension intérieure que ton conjoint percevra tout de suite. Même sans mots durs, l'émotion passe et l'émotion déclenche une réaction. C'est pour cela que vous devez redevenir une équipe face au problème. Quand tu vas parler du souci, c'est vrai que tu vas parler de tes besoins, mais le simple fait que de parler de toi et moi face à cette difficulté,
eh bien, c'est pas pareil de faire toi contre moi. Changer cette posture fait changer le ton, permet de voir ce qu'on peut faire ensemble avec la réalité de la dépression plutôt que de tomber sur tu devrais faire un effort. Parce que là, la nuance, elle est énorme. Être une équipe permet de pouvoir être sûr que quand on va partager des choses, ben, ça va être beaucoup plus simple pour nous deux. Alors, il y a un point quand même assez important à savoir et qui n'est pas forcément toujours évident bah, à accepter, c'est qu'en fait, ce n'est pas parce que vous êtes une équipe que ça signifie que tu dois tout accepter. Là, je parle de ce que tu dois comprendre avant de parler pour être sûr que ce que tu vas dire va être bien entendu. Mais on est d'accord que tout ce que tu as à dire a de la valeur. Tout ce que tu as à dire a de la valeur. Point final. Et ça, c'est un point des plus importants à prendre en compte. Parce que ici, tes besoins comptent et tes limites sont légitimes. Tu ne vas pas te taire, tu vas dire les choses. C'est juste que la manière dont tu vas les dire va permettre de gérer la situation. Voilà pourquoi il est important pour toi, eh bien, de pouvoir être sûr de savoir, eh bien, ce que ça génère en toi émotionnellement pour que tu puisses, d'une certaine manière, changer cette notion de tu dois faire un effort en devenant une équipe pour réussir à communiquer. Bien sûr, comme je l'ai dit, il est important de se rappeler que ce que tu dois dire est important. Tu n'as pas à ne pas garder pour toi des choses. Par contre, avant de parler, il est important de clarifier ce que tu vas dire. Maintenant que tu as compris que le dépressif, il est plus aussi romantique qu'avant, que les émotions viennent nous embêter, que l'insécurité aussi, mais qu'on est une équipe et que tes limites ont leur place, qu'est-ce que tu veux dire? Clarifie d'abord ce que tu veux dire. Réfléchis d'abord à ton fond avant de réfléchir aux bons mots ou à la bonne situation. Tu sais, moi, je vois beaucoup de discussions dans les thérapies de couple que je fais qui dérapent parce que on parle d'une tension globale sans avoir identifié précisément ce que l'on veut changer. Je me sens incomprise, je me sens en insécurité, je me sens pas aimée, je me sens pas aidée. Mais en fait, toutes ces choses-là, elles sont compréhensibles. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais par contre, le problème que l'on a, c'est que du coup, ce n'est pas clair. Il est important de savoir quel est le besoin concret que tu as à définir, quelle est la limite, quelle est la demande spécifique ou quel est le besoin qui a besoin d'être entendu. Il faut que tu mettes des mots exacts dessus. Je veux que on répartisse mieux les tâches. Je veux des rendez-vous fixes. Je veux des emojis dans mes textos. Je veux que tu aies voir un thérapeute. Je veux qu'on fasse une thérapie de couple. Je veux dormir avec toi dans les bras. Je veux plus de câlins. Il est important pour toi que ce soit clair. Il est important pour toi de savoir ce que tu as besoin et ce qui doit être écrit. Ensuite, forcément, tu vas, d'une certaine manière, mettre tout ce que tu as en tête face à la dépression. J'ai défini ce dont j'ai besoin. En quoi la dépression rend la situation comment la dépression plutôt que en quoi, comment est-ce que la dépression en fait va permettre que je puisse atteindre mon objectif. Parce que c'est intéressant de demander des choses, mais l'autre peut se sentir très vite incapable. Ensuite, demande-toi vraiment quelle version réaliste de ma demande serait atteignable aujourd'hui, pas idéable, mais possible. Par exemple, ton partenaire à la maison, tu te retrouves à gérer tout le quotidien. Et ton conjoint, il a que les côtés fun avec les enfants. Ça t'agace, c'est compliqué. Tu sais très bien que ton conjoint avec la dépression ne pourra pas prendre autant de responsabilités qu'il prenait avant, ce qui d'une certaine manière est un peu dommage. Mais c'est une vraie réalité. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ce qui va être intéressant pour toi, pour vous deux, ça va être de définir, eh bien, j'aurais besoin peut-être que tu fasses 1 ou 2 tâches en plus dans la maison, de manière régulière. Et là, du coup, je me dis, tiens, j'aurais besoin peut-être d'être déchargée sur telle chose et d'être déchargée sur telle autre chose. C'est vrai qu'au fond de toi, tu aimerais de la spontanéité, que ton partenaire voit que tu es fatigué et qu'il comprenne que tu aurais besoin qu'il t'aide. Mais on rappelle, le dépressif a perdu, mais vraiment il a perdu tout son côté un petit peu, on va dire, spontané, réflexion, logique, etc. Donc du coup, si toi tu vois ce qui ne va pas, même si c'est agaçant
de demander de manière précise quelque chose qui devrait être vu, je le comprends, eh bien au moins tu sauras ce qu'il faut faire. Tu vas pouvoir ajuster ton attente, ça ne veut pas dire renoncer à ton besoin, ça veut juste dire adapter la marche à la hauteur ton conjoint peut aller par rapport à la situation. Ainsi, quand c'est clair et que tu as trouvé ce que tu peux lui dire et le compromis qui va avec, eh ben vous allez réussir à trouver votre équilibre. Donc maintenant que tu as compris l'émotion que ça génère, que tu as compris la frustration que ça génère, que tu as compris comment la dépression met la vulnérabilité dessus, que tu as compris l'insécurité que cela va te générer et qu'il faut faire une équipe et que tu sais ce que tu veux dire, comment le dire? Eh bien, c'est là qu'il faut utiliser la bonne vieille communication bienveillante ou ce qu'on appelle la CNV, la communication non violente. Ce n'est pas une formule magique, c'est une structure. Quand l'émotion est forte et que bah voilà, il y a tout ce bordel dans le couple et que toi tu veux dire quelque chose, eh bien c'est super intéressant d'utiliser la communication bienveillante qui se fait en 4 étapes. J'observe, j'exprime mon ressenti, je formule mon besoin et je fais une demande claire. Par exemple, tu aimerais que ton conjoint puisse prendre plus d'action dans la vie du quotidien parce que tu es fatigué. Premièrement, on commence par parler de l'observation des faits. Quand tu vas commencer par les faits, tu vas aller sans interprétation. C'est terminer les phrases de tu ne m'aides pas, tu ne comprends pas. Non, on n'utilise pas le tu. On va dire ce que j'observe. Depuis 2 semaines, je gère tout seul les goûters du soir et les devoirs. Tu décris la situation comme une caméra. Pas d'accusation, ça diminue tout de suite l'état de défense et ton conjoint va pas se mettre en mode défense. Ensuite, deuxièmement, tu parles de toi. Bah, je me sens fatiguée parce que là, je me sens seule, je me sens un petit peu dépassée. C'est très bien d'éviter la phrase de tu te rends pas compte, t'as vu dans quel état je suis. Là, la nuance, elle est essentielle. Tu assumes ton émotion sans la faire porter à ton conjoint en dépression qui ne saura pas la porter. Troisièmement, tu nommes ton besoin. Parce que derrière chaque émotion, il y a un besoin. Soit un besoin de soutien, de coopération, de sécurité. Par conséquent, c'est là où c'est intéressant. J'ai besoin de sentir qu'on est toujours une équipe. J'ai besoin de sentir que tu es là avec moi. Cette étape, elle va humaniser la discussion. Parce que là, on ne parle plus de faute, on parle de besoin et de ce que j'aurais besoin. Et là, tout de suite, tu enchaînes avec tout de suite ta demande. Et là, on formule quelque chose de précis, d'atteignable dans le contexte de la dépression. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, faire les devoirs du soir, le lundi et le jeudi? Et là, on a une conversation qui est super intéressante. Parce que la CNV, c'est vraiment quelque chose qu'on utilise dans beaucoup, beaucoup de choses. Ça permet sincèrement de pouvoir avoir vraiment ce côté d'apaisement, de paix, de compréhension. Vraiment, c'est super calme. Et c'est vraiment top. Vraiment, la CNV, c'est j'observe sans juger, j'exprime mon ressenti, je nomme mon besoin et je fais une demande concrète et réaliste. Et à partir de là, forcément, dans un couple fragilisé par la dépression, cette différence, elle peut tout changer. Voilà pourquoi, tu vois, j'avais fait un épisode de podcast sur partager un conseil à un dépressif. C'est pas pareil avec un couple parce qu'il y a plus d'enjeux émotionnels. Alors, t'as fait ta CNV, t'as fait ta super communication, t'as géré tout. Et là, en fait, quelle réaction tu vas avoir? N'oublions pas qu'on a un dépressif. N'oublions pas qu'on a un dépressif. Et donc, tu vas avoir en face de toi quelqu'un qui va pas forcément réagir comme tu t'y attends. C'est pas parce que tu as fait ta super CNV, que tu as régulé tes émotions et que tu es super, que tu ne vas pas avoir quelqu'un qui va se braquer, se fermer ou se justifier. Ou te dire, ce n'est pas le bon moment. En fait, c'est là où c'est intéressant parce que là, tu as partagé quelque chose et l'autre, il va souvent te réagir par la protection. C'est particulier parce que le dépressif, lui, il doit encaisser toute son amygdale qui ne fait pas correctement la manière de réagir émotionnellement et son cortex préfrontal qui doit, de manière rationnelle, prendre les idées, ne marche plus. Ce qui fait que tu pourras faire toute ta bonne CNV, tu vas avoir face à toi quelqu'un qui va réagir de manière négative. Et c'est là où c'est très intéressant. Si toi, tu apprends à rester stable,
avec l'indépendance émotionnelle pendant cette situation, c'est-à-dire pas devenir froid ou distant, mais rester stable, c'est-à-dire pas te mettre sur la défensive, te rendre bien compte que ce que tu as dit, c'était très bien, mais que l'autre a besoin de temps pour processer, eh bien, tu vas laisser l'espace à ton conjoint de processer et tu vas voir que ton partenaire, quand tu lui demandes des choses, peut-être une fois, deux fois, trois fois, les fera. Parce que c'est là où c'est assez frustrant, et moi, c'est un truc que personnellement j'ai vécu. Quand mon conjoint me demandait des choses et que je lui demandais de me répéter, il me disait: je te l'ai déjà dit, ça me saoule. Bon. J'étais là, mais en fait, moi, j'oublie. Tu sais, avec la dépression, on oublie des choses, on met des trucs de côté, on se rend pas compte, c'est un peu bizarre, etc. Et bon, bah voilà, c'est la dépression, c'est la réalité de la situation et on fait pas exprès. Mais ce que j'essayais de faire comprendre à mon conjoint, c'est que ce qui était très dur pour lui, c'était que ma première réaction était pas celle qu'il attendait. Par contre, sur le long terme, je faisais ce qu'il me demandait. Et c'est ça qui prouvait que j'avais envie de m'investir dans la relation. Parce que nos premières réactions, elles sont filtrées par la dépression. Et du coup, on n'a pas forcément toujours les bonnes. On aimerait bien avoir les bonnes, les gars. Je vous assure, on aimerait bien en tant que dépressif avoir: oh mais mon amour, je t'aime et je vais faire tout pour toi. Mais on n'y arrive pas. Du coup, c'est pour ça que quand toi, tu vas faire ta demande ou que tu vas exprimer ton besoin ou un conseil, par exemple du style: ce serait bien que tu ailles aller voir un thérapeute, sa première réaction, eh bien, c'est là où toi, tu vas avoir besoin de cette indépendance émotionnelle, de mettre cette distance, parce que la réaction directe ne sera pas forcément toujours celle qui t'attend. Et donc, le problème, c'est que comme cette réaction, elle va te déstabiliser, eh bien, c'est là où l'indépendance émotionnelle a sa place. Tu sais, cet outil, l'indépendance émotionnelle, c'est, comme on a dit, la capacité à émotionnellement ne plus dépendre de l'émotion de l'autre pour rester calme. C'est-à-dire que si tu sais que quand tu auras fini ta demande, tu n'auras pas des Alléluia, merci doudou, et que tu auras plutôt des ouais, eh bien, c'est là où tu vas pouvoir réguler ton émotion, réguler ta peur du rejet, ta peur de l'abandon, ta manière de gérer, parce que toi, que tu es quelqu'un d'émotionnel et qui a besoin de te connecter, et que dans ce moment-là, tu vas pas chercher, tu vas savoir que c'est sa réaction et que tu ne vas pas chercher à réparer ou à convaincre, etc. Eh bien là, tu vas t'adapter. Vraiment, c'est ce que moi j'apprends aux couples que j'accompagne qui ont un conjoint en dépression, l'indépendance émotionnelle. Parce qu'une fois qu'on a cet outil, on n'a pas peur des réactions qui sont instables liées à la dépression. On n'a pas peur que ce qu'on a dit n'a pas été bien compris. C'est juste que la manière dont mon partenaire en dépression réagit est liée à sa dépression et qu'il n'est plus dans l'émotion pour valider mon émotion. Ainsi, bah, je mets de la distance et j'ai pas besoin qu'il y ait une validation émotionnelle. J'ai juste partagé quelque chose et sur le long terme, je verrai son action ou pas. Parce que quand on a l'indépendance émotionnelle, ça nous évite de tomber dans l'hyperadaptation permanente, ça nous évite de nous épuiser à marcher constamment sur des œufs et à savoir que oui, l'autre émotionnellement n'est plus vraiment comme nous, l'autre émotionnellement est un peu plus fatigant, un peu plus fatigué, et que du coup, bah, c'est plus aussi simple que ça pouvait l'être avant, quoi, tout simplement. Vraiment, quand tu as toute cette notion en tête, c'est vrai que tu peux te dire: mais Manuela, ça fait beaucoup de choses à gérer, c'est compliqué, comment est-ce que je peux faire tout ça? C'est pour ça que j'accompagne les conjoints qui sont touchés par la dépression et qui souhaitent réussir à trouver cet équilibre. Parce que c'est vrai que l'indépendance émotionnelle, c'est un super outil, mais c'est un outil qui vient chercher des fois nos peurs, nos insécurités, nos doutes. Et des fois, travailler un petit peu sur ce point-là, surtout parce que la dépression touche nos points sensibles, ça peut nous permettre vraiment d'être sûr que quand on va communiquer avec le conjoint, toutes les émotions ne vont pas venir nous embêter. Et quand nous, on reste stable et que l'autre bah, vacille dans oui, je ne sais pas, je t'aime, je ne t'aime plus, et que nous, on reste stable et qu'on aura donné notre conseil, eh bien, ça nous évitera de nous faire embarquer par le partenaire. C'est vraiment les outils qui permettent d'être sûr que quand je vais partager mon besoin, ma limite et mon conseil, je vais réussir à être certaine que la communication fonctionnera. On a vu beaucoup de choses dans l'épisode d'aujourd'hui. Et oui, en effet. En fait, parler à son conjoint en dépression, c'est quelque chose qui n'est pas forcément toujours évident parce qu'émotionnellement, on est beaucoup pris par de la frustration, de l'agacement, de la déception, de vivre avec quelqu'un qui est en dépression. Il est donc important de comprendre que la difficulté ne vient pas uniquement de la maladie, mais de l'équilibre du couple, des non-dits, de la fatigue et du coup du déséquilibre des rôles qui pèsent lourd.
Et c'est là où c'est intéressant de comprendre ce que ça vient générer chez nous émotionnellement et comment l'autre en dépression aura tendance à réagir, qu'il soit fonctionnel ou pas. Une fois qu'on a compris cette notion-là, quand on veut parler, il est important de clarifier son intention. Il faut que tu saches ce que tu veux dire. Ensuite, ça va être intéressant pour toi d'être sûr de te rappeler que quand tu vas parler, tu parleras toujours au nom d'une équipe. Parce que si tu restes focus sur tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça, malheureusement, bien, ça va tomber dans le self-défense, dans la dispute et pas dans la construction de la relation. Une fois que tu as ta bonne intention, il est clair de définir ce que tu as besoin d'exprimer. Il faut que ce soit vraiment très clair et très précis. Le but est de tout simplement te permettre de partager ce que tu ressens sans frustration. Une fois que tu sais ce que tu veux dire, que tu l'as un peu vu face à la dépression, ce que tu peux demander, tu utilises la structure claire de la CNV. J'observe sans juger, j'exprime mon ressenti, je nomme mon besoin et je fais une demande concrète. Ainsi, la communication bienveillante transforme un reproche en coopération. À la fin, pour vraiment t'aider, parce que tu sais très bien que le dépressif n'a pas des réactions incroyables, eh bien, c'est de développer ton indépendance émotionnelle. En fait, ce qui est vraiment intéressant et ce que moi je trouve super intéressant là-dedans, c'est de comprendre que la réaction de ton partenaire ne définit pas ta valeur ni la légitimité de ton besoin. Rester stable change profondément la dynamique. Ça va permettre à ton partenaire de se rendre compte que ce que tu as à dire est important et que toi, ça ne va pas venir chercher en fait ton insécurité personnelle. Quand tu restes stable, tu verras si ton partenaire agit ou pas. Ça va te permettre de voir si ton partenaire veut s'engager ou pas dans la relation. Et quand tu verras de manière pato qu'il le fait, eh bien, ta communication aura fonctionné. Certes, ce n'est pas forcément toujours évident de devoir travailler dans ce sens, mais ça permet sincèrement d'avoir une communication sur le long terme qui fonctionne. Tu peux vraiment soutenir, comprendre, aider sans te perdre dans le processus. Alors si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite jamais à réserver un appel découverte avec moi, le lien dans les notes de cet épisode. J'espère sincèrement que l'épisode d'aujourd'hui t'aura plu et t'aura vraiment encouragé face à ce que tu peux dire et ce que tu peux faire pour exprimer un besoin à ton partenaire en dépression. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!